Bon, on est un peu en retard, mais c'est pas très grave. Donc, la première table ronde s'appelle l'architecture est-elle trop sérieuse pour être laissée aux seuls architectes? Donc, c'est un... Vous m'entendez? Allô? Oui. C'est un titre qui est un peu provocateur, mais c'est fait exprès. Et ça démarre surtout une conversation sur la pertinence de l'architecte aujourd'hui, durant toutes les phases d'études, jusqu'à ce qu'on réalise enfin une œuvre. Donc peut-être pour commencer, je lis juste un tout petit extrait du synopsis qui a été proposé par Cali Architecte et Atelier de Chézy. Bon, très vite. Auparavant assis directement à la droite du prince, l'architecte a vu son rôle se diluer au fil du temps jusqu'à devenir un intervenant parmi d'autres de la transformation des espaces. Cette table ronde remet en perspective la chaîne de valeur de la production de l'architecture et le rapport de l'architecte à ses différents partenaires. Donc on va essayer d'aborder 3 thèmes. D'abord la culture architecturale, ensuite la commande et la valeur de la production d'architectes, et enfin la construction. J'espère qu'on aura à la fin une dizaine de minutes pour des questions-réponses qui viennent de la salle, pour peut-être terminer dans une bonne heure. Bon, je passe rapidement aux introductions, aux présentations des intervenantes sur la scène. On a Atelier de Chézy, on a Baptiste de Jeunesse et Alex Lessin. Il manque le 3e associé, Paul Otto, mais bon, il est avec nous. Votre agence, elle est basée à Paris, mais vous vous êtes rencontrés, si je ne me trompe pas, à l'école d'archi de Rennes. Ok. Bon. Et vous avez fait partie de la promotion 2022-2023 de l'incubateur, si je ne me trompe pas non plus. Bon, bienvenue. Ensuite, peut-être Jérémy Sérig, un des 2 associés de Cali Architecte. C'est une agence qui est assez internationale également, parce que vous êtes franco-mexicaine, installée à Paris et fondée en 2016. Également une agence de l'incubateur, promotion 2022-2023. Ah, 21, pardon, excusez-moi. Alors, ensuite, Pierre Etchegoyen de l'Immobilière 3F, chef de projet du service architecture et développement durable, si je ne me trompe pas. C'est ça, ok, très bien. Et enfin, Mary Cointentiec de Fibois, Île-de-France, architecte diplômé de l'ENSA Paris-la-Villette, et également, vous êtes diplômé avec master de l'école d'urbanisme de Paris. Et tu as rejoint Fibois en 2021 pour vous incorporer dans le pôle bois construction. C'est ça. Bon, bienvenue. Peut-être une première question que je pose aux architectes. Pour vous, qu'est-ce que le titre de la table ronde évoque? Alors, bonjour à tous. Le titre de la table ronde, évidemment, c'est une référence à un recueil de textes de Giancarlo De Carlo, où une des questions qu'il pose dans ce recueil est, en tant qu'architecte, comment s'acquitter de ses tâches par rapport à la société. Et donc c'est évidemment une question qu'on s'est posée, et une piste de réponse, c'est la diffusion de la culture architecturale dans la société, ou en tout cas d'essayer d'œuvrer pour ça. Parce que c'est évident que les architectes ne sont pas les seuls concernés par l'architecture. Pour faire un parallèle peut-être un peu simpliste, ça viendrait à personne l'idée de dire qu'il n'y a que les réalisateurs qui sont concernés dans le monde du cinéma. Et donc, cette diffusion de culture architecturale, il y a une question, c'est comment définir ça? Et on peut se baser sur la loi de l'architecture de 70, qui définit la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. C'est en tout cas pour nous une des pistes de réflexion, de définition de cette culture architecturale. Merci. Peut-être une question que je pose soit à Pierre, soit à Marie. Bon, il y a la culture architecturale, peut-être il y a aussi la culture technique ou la culture constructive. Est-ce que les 3 vont ensemble? Comment il y a une interaction?
Bon bah, la première réponse à Pierre, Immobilier 3F. Je sais pas si ça fonctionne. Oui. Oui. Oui, alors demander à un maître d'ouvrage, déjà, le seul maître d'ouvrage de la table et le seul qui n'est pas architecte, ce que c'est que la culture architecturale, c'est un peu une gageure. Mais ceci dit, j'ai quand même mon avis et mon idée sur la question. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a dans toute culture, de toute façon, quel que soit le sujet, il y a un aspect figé des choses, c'est-à-dire c'est un état de connaissance, la culture. Lire, traduire des plans. Nous, c'est plutôt lire côté maître d'ouvrage. Côté architecte, c'est plutôt traduire les plans, traduire des besoins. Ça, c'est effectivement quelque chose d'assez figé. Mais la culture architecturale, moi, je l'aperçois côté maîtrise d'ouvrage plutôt comme quelque chose d'impermanent, quelque chose qui s'acquiert, qui est de l'ordre de la recherche, de la curiosité. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a une culture architecturale, par exemple, P3F, mais chez d'autres maîtres d'ouvrage, mais chez d'autres personnes, chez des BET, etc. Et ça a évolué chez vous? Parce que là, ça fait 5 ans que tu es là. Est-ce que tu vois l'évolution au sein de 3F en termes de connaissances de culture architecturale même? Oui, parce que comme je disais, c'est quelque chose d'impermanent, c'est quelque chose de non figé, c'est quelque chose qu'on essaie de faire évoluer au gré des besoins, on en parlera. Les besoins évoluent, on a besoin, nous, de structurer les choses de différentes manières. Nos rapports avec les villes, avec les aménageurs, avec en fait les parties prenantes, globalement, ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Hein. Donc évidemment, c'est quelque chose qui évolue. Merci. Marie ? Je peux peut-être ajouter quelque chose, effectivement. Cette culture architecturale et la vocation à évoluer, notamment au regard des matériaux qui sont employés, forcément en tant qu'interprofession de la filière bois biosourcé. Moi, je travaille avec le bois, forcément, et on parle beaucoup d'acculturation à de nouveaux matériaux. Je suppose que vous avez eu l'occasion éventuellement de vous balader dans le Marais, on pourrait interroger cette notion. Néanmoins, voilà, je pense qu'au regard de la culture architecturale, on peut se poser la question du référentiel dans lequel on évolue. Et effectivement, il y a ce besoin de formation. On voit beaucoup de jeunes agences, et des plus grandes et des plus anciennes également, qui cherchent à faire évoluer leur référentiel. Donc c'est pas du tout quelque chose de figé. Pour rebondir sur ce que dit Marie, effectivement, au niveau de la culture architecturale, il y a un grand lien avec la culture technique. Pour nous, architectes, on a cette boîte à outils ou ce bagage commun qu'on a eu en école d'archi, selon nos voyages, etc. Et ensuite, c'est complété par des compléments de formation dans certains domaines, notamment le bois. Et aujourd'hui, Fibois est là parce que, en tout cas, nous, on a cette démarche-là de l'interprofession et justement du partage de cette culture architecturale avec d'autres acteurs de la construction. Et c'est pour ça que ce titre était assez révélateur de la démarche, puisque en fait, effectivement, l'architecte n'est pas seul. Il y a beaucoup d'acteurs et il faut que cette culture architecturale, qui souvent nous est propre, puisse ruisseler sur l'ensemble des acteurs. Mais du coup, on a dit que c'est une vision qui évolue. Est-ce que c'est une vision qui est peut-être partagée entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre, constructeur? Alors, je peux commencer à répondre. Idéalement, oui. Pour qu'un projet se passe bien, il faut que ce soit partagé par le client, par l'entreprise. Après, effectivement, si je peux encore revenir à ces interprofessions, ça permet autour d'une technique constructive, que ce soit la charpente bois ou la construction paille, de pouvoir échanger avec des entreprises, des entrepreneurs ou même des clients qui sont dans le savoir-faire et dans la construction, et rapporter ça à l'architecture et au projet et à la spatialité de l'architecture. Et puis c'est notre rôle en tant qu'architecte, on est quand même la figure de proue de l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est notre rôle de faire adhérer toutes les personnes de notre équipe et l'ensemble des intervenants, des parties prenantes, que ce soit en amont plutôt lié à la commande ou en aval lié à la construction. Ok. N'hésitez pas si vous voulez, un verre d'eau. On est détendu ici. Hein. Faut parler, sous les bonnes conditions. Peut-être une toute dernière question sur cette partie concernant la culture architecturale ou la culture dans laquelle naissent le projet ou les projets. C'est peut-être une question qui est d'abord posée aux architectes, mais je suis aussi curieux de savoir, de connaître les avis de Pierre et de Marie.
la culture architecturale d'un architecte ou d'une agence, quel est son impact sur le projet? Parce qu'on vient d'horizons différents, on a des formations différentes dans différentes écoles. Alors, je dirais que nous, on a mis au point une culture d'agence pour concevoir le projet, qu'on résume en trois mots-clés qui sont archétype, destination, construction. Cette idée, c'est qu'on est avant tout des concepteurs d'espace, et donc on travaille sur les permanences de l'architecture, sur ce qui reste, c'est l'archétype, c'est ce qui fait le projet. Ensuite vient la destination, c'est l'usage qu'on fait de ce projet et de cet espace. Qui est quelque chose de plus passager, surtout si on construit pour longtemps. Et enfin, la construction, c'est la matérialisation de ces idées dans l'espace. Et pour nous, en fait, ces trois aspects-là, c'est ce qui forme vraiment le projet et qui concerne a priori tout le monde, tous les intervenants. Jérémy, tu as quelque chose à ajouter ou... Je peux peut-être ajouter que effectivement c'est la culture architecturale. Du coup après c'est une attitude dans la manière de prendre le projet. Nous on a notre bagage un peu spécifique franco-mexicain et c'est vrai que du coup c'est deux cultures différentes qui se marient et qui créent des positionnements. Et après ça c'est de la recherche spatiale, c'est de la recherche de sens, souvent d'évidence constructive et l'importance du détail. Et c'est ça qui, entre autres, nous rapproche des charpentiers ou des constructeurs, puisque dès le départ, ça a été quelque chose vers lequel on est allé. Et tout ça pour créer des moments d'architecture, des séquences spatiales. Et puis du coup, les impacts que ça peut avoir, c'est des usages inattendus. Et puis voilà, une autre manière d'appréhender le projet et d'avoir de bonnes surprises, notamment en termes d'économie ou en termes spatial. Voilà. D'accord, merci. Bon c'est très bien pour la culture architecturale. Je pense qu'on a tout compris. Mais là, on va entrer dans le nerf de la guerre, la commande. Peut-être non seulement la commande, mais aussi la notion de la valeur architecturale, la valeur vis-à-vis de la production de l'architecte, de l'agence, etc. C'est un thème qui se rattache aussi au parti pris général de ce festival, qui, peut-être comme vous avez compris, valorise l'incubateur, qui lui soutient les projets entrepreneuriaux des agences de l'échelle 1. Et je dis ça parce que c'est important peut-être d'essayer de comprendre que pendant toutes les tables rondes, il y aura un aspect vis-à-vis de comment les agences trouvent du travail, comment elles sont en train de chercher non seulement leur public, leur clientèle, mais aussi comment elles peuvent évoluer lorsqu'elles émergent. Donc pour adresser la thématique de la pertinence de l'architecte, on peut quand même peut-être dire un mot sur la valeur qui est attribuée à sa production architecturale. Et ma première question est posée peut-être au maître d'ouvrage, le représentant de l'immobilier 3F, Pierre, parce que je suis intéressé de savoir quels sont les enjeux pour vous, pour 3F, dans la définition d'une commande. Bon, c'est une question, je ne sais pas par quel bout le prendre, parce qu'en fait les enjeux sont tellement nombreux qu'il a fallu choisir un petit peu. Donc du coup j'ai choisi quelques enjeux, parce qu'il y a des jeunes agences, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, donc je pense que c'est important d'insister sur certains points. Très bien. Le truc, c'est, on l'a dit, pour moi dans les projets, il y a de plus en plus de complexité, de plus en plus de normes, de réglementations qui sont très bien. Enfin, je pense qu'il faut les défendre. Elles sont là pour assurer un avenir pour nous tous. Il y a aussi des fonciers qui sont de plus en plus compliqués, on le remarque. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus d'acteurs. Donc en fait, le rôle du maître d'ouvrage dans la commande, à ce moment-là,
c'est de pouvoir suffisamment baliser la programmation, baliser le concours, lorsqu'il y a un concours, baliser les études, pour offrir le meilleur cadre possible, à mon avis, aux agences, pour que ça se passe bien dans le projet. Comme tu l'as dit en introduction, le projet c'est collectif en fait. On est ensemble, on n'est pas l'un contre l'autre. Même si parfois ça arrive qu'on en arrive à ces postures, mais on est ensemble quand même. Donc je pense que là il y a un vrai enjeu dans la commande de structurer, vraiment structurer, clarifier au maximum. Et pour 3F c'est pas évident par exemple parce qu'on a un patrimoine énorme. Ça fait 100 ans qu'on construit, on a bientôt 100 ans. 300 000 logements, on a un cahier des charges qui fait genre 150. Donc pour les jeunes agences c'est hyper compliqué. Par exemple, accompagner, ça veut dire arbitrer. Ça veut dire, quand on a un cadre, le but du cadre, c'est d'y déroger. Mais comment on y déroge? C'est avec le maître d'ouvrage. Donc, c'est un exemple. Hein. Mais c'est important de le dire aussi. C'est une règle. Je sais pas, un autre sujet sur l'enjeu de la commande, pour moi, c'était une chose qu'on nous a beaucoup reproché il y a 5 ans, lorsqu'on a arrêté les perspectives. Le Conseil national de l'ordre n'était pas forcément favorable au tout départ, lorsqu'on a émis cette proposition. Mais l'enjeu, c'était aussi, par exemple, à ce sujet, de répondre à l'esthétisation, disons, des concours, la surenchère de l'esthétisation lors de la phase concours, et pouvoir accompagner aussi les territoires, les jeunes agences aussi, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir tous ces produits-là qui sortent absolument magnifiques en perspective, pour choisir les projets qui sont susceptibles d'être amendés, qui ont des qualités intrinsèques, en fait, et qu'on peut amender dans le temps. Ça, c'est un autre enjeu. Voilà. Je pourrais en citer plein d'autres. J'ai choisi ces deux-là. Je ne savais pas. C'est intéressant. Et je fais penser à la production, notamment de ces deux agences, Cali et d'Atelier de Gézy, qui, elles, réalisent des jolies perspectives, des jolies images. Comment vous ressentez la marge de manœuvre lorsqu'on vous présente un projet potentiel? Est-ce qu'il y a de la liberté? Est-ce que vous interrogez, par exemple, le cahier des charges ou la nature de la commande? Alors oui, nous, on essaye de toujours réinterroger le programme. C'est ça qui en fait, qui en apporte de la qualité. Bon, récemment, je peux donner un exemple sur, du coup, un accès à la commande qu'on a eu sur un groupe scolaire à Villiers-le-Bel, un projet qu'on fait en collaboration avec l'agence Fabienne Bull, architecte et associé. Et bon, sur il y avait un programme très détaillé, un maître d'ouvrage déjà avec une culture architecturale certaine, puisque déjà orienté vers des choix de matériaux biosourcés, notamment de construction bois et autres. Et au niveau du programme, on a interprété le programme pour traiter des espaces de transition entre les circulations et les classes, pour gérer des espaces de propreté pour les tout petits, pour avoir une facilité dans l'usage de la classe et de la maîtresse et de l'appréhension de la propreté. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres pour parler des diversions qu'il peut y avoir sur les choix du programme. C'était pas la demande du maître d'ouvrage. Excusez-moi, la demande du maître d'ouvrage à ce sujet-là était des blocs de propreté répartis. Il y en avait 4. Nous, au final, on en a fait 8 et il y en a un pour chaque classe. Et du coup, c'est dans une proximité directe avec les espaces de rangement et de vestiaire. Voilà. Et peut-être nous, pour donner un exemple sur donc notre travail sur les destinations et donc comment on essaye de transfigurer le programme. Alors c'est l'exemple d'un concours qu'on avait fait pour Immobilière 3F, où évidemment on a un cahier des charges avec une surface de chambre, surface de salon, surface de dégagement, surface d'entrée. Et la disposition des logements dans le bâtiment nous permettait de regrouper toutes les surfaces d'entrée et de dégagement dans un rectangle pur, fini, qui faisait 2 mètres par 4, et d'avoir cette pièce, enfin, ce qui n'est pas une pièce d'habitude, mais là devient une pièce à l'intérieur du logement, à l'interface du salon d'un côté et de la cuisine de l'autre côté, et ça permettait d'avoir une grande continuité spatiale d'un bout à l'autre du logement, et on avait compté à l'agence que dans un T3 de logement social, on pouvait organiser un banquet avec 24 personnes. Ouais, moi je dirais juste aussi que déroger au cahier des charges, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois. On va jamais répondre strictement au cahier des charges, mais c'est tout un art de savoir où mettre le curseur sur
sur quoi on peut déroger, qu'est-ce qui va être accepté et qu'est-ce qui sera absolument pas toléré. Et ça, je pense que ça s'apprend qu'à l'expérience en fait. C'est pas quelque chose de quantifiable. Et moi, j'avais une autre question aussi concernant la commande à poser à Immobilière 3F. Je pense qu'ici, on connaît tous la loi MOP et la commande publique, mais je sais que chez 3F, il y a de plus en plus de commandes particulières type conception-réalisation, ce que vous appelez des lois MOP inversées. Moi, j'ai toujours pas bien compris ce que c'était, ou des consultations sur APS. Donc, si Pierre pouvait nous éclairer là-dessus. Ouais, effectivement, on a dit, je sais pas si on m'entend bien, le sujet est qu'on a de plus en plus de modes constructifs nouveaux en fait. Et je relis cette question parce que derrière le sujet de la construction hors site notamment, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire de comment mieux construire plus rapidement avec plus de qualité. Et on a un sujet quand même dans le process de fabrication du projet aujourd'hui qui est quand même extrêmement séquentiel. C'est induit par la loi vertu. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, on pense pas ça, mais simplement on essaie de trouver d'autres chemins pour essayer d'amener un peu plus tôt dans le processus de conception les savoir-faire, y compris les savoir-faire des entreprises. Après, la question pour nous, elle est du coup comment est-ce qu'on associe ces savoir-faire-là dans un équilibre de force, de rapport de force. Et c'est là où c'est pas évident parce que en conception-réalisation, il n'est pas toujours facile pour les agences de trouver leur place au sein d'un groupement où figure major ou une moyenne entreprise, quoi. Et donc, ça peut donner des non-qualités. Pas toujours, mais ça peut donner des non-qualités. Et donc, on en est arrivé à se demander comment faire pour faire autrement, tout en restant dans un cadre légal existant. Du coup, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. La première, c'est effectivement une consultation sur AVP, qui est complètement prévue dans le Code des marchés publics, en fait. C'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé. Il y a un article au numéro barbare dont je me souviens plus, quoi, qui encadre le truc. Ça permet en fait effectivement d'amener l'entreprise à faire un pro de manière collective avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et l'équipe de maîtrise d'ouvrage pour régler notamment les sujets de détails de mode constructif. Voilà, des petits ajustements, quoi, si vous voulez. D'accord. Voilà, c'est assez simple. Il y a le sujet de la loi MOP inversée qui pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. Mais dans l'idée, ça, en fait, pour schématiser, on se dit qu'est-ce qui se passe si on choisit une entreprise sur un mode constructif complètement avant de tout projet sur une base de faisabilité qu'on leur a fourni. Cette faisabilité-là, donc, ils nous donnent leur mode constructif et un prix. Et ensuite, on fait un concours d'architecture, mais complètement libre. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de groupement qui est formé. Simplement, on donne en plus, encore un cahier des charges en plus pour vous, aux architectes, ces briques constructives. Et vous les intégrez ou vous les intégrez pas. Après, c'est un choix. On va vous retenir ou pas aussi en fonction de ça. Mais à votre réponse. Et puis ensuite, on déroule un processus loi MOP classique où chacun est chez soi. L'architecte n'est pas lié contractuellement à l'entreprise. C'est le maître d'ouvrage qui pilote d'un côté l'entreprise et de l'autre son architecte. Et on fait en sorte que tout ça se parle. C'est organisé via un contrat tripartite. J'essaie de faire très très rapidement. Merci. J'espère que c'est clair. Et tu veux dire quelque chose? Et ouais, pour ajouter quelque chose sur le même thème, le principe d'un concours en conception-réalisation, ça revêt aussi des réalités totalement différentes. Il y a une différence entre participer avec un major qui va peut-être avoir tendance à tenir un peu le stylo, ou, à contrario, en tant qu'architecte, monter son équipe avec des petites entreprises générales, pas forcément une entreprise générale qui fait que du béton, mais ça peut être des charpentiers. Il y a des entreprises générales spécialisées dans le bois, où le béton devient un lot minoritaire. Et donc ça, c'est à nous, en tant qu'architectes, de monter des équipes ad hoc pour répondre à certaines consultations. Je voudrais juste me permettre de rajouter quelque chose. Effectivement, dans la structuration de la commande, nous, on est à l'interface justement entre les maîtres d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage. Et justement, pour pouvoir l'anticiper, on a développé un outil qui se nomme le pacte bois biosourcé. Le pacte, c'est une sorte de charte d'engagement qui tend à engager donc actuellement en Ile-de-France 57 maîtrises d'ouvrage, donc autant des promoteurs, des bailleurs, des collectivités, à réaliser une part de leur production urbaine en matériaux bois et donc biosourcés, et ce tant en neuf qu'en réhabilitation. Et pour ce faire, en tant qu'interprofession, on réalise de manière trimestrielle, Immobilière 3F peut en témoigner, des ateliers thématiques qui portent tant sur la manière de construire, sur la localisation des bois, sur comment est-ce qu'on forme nos équipes à pouvoir anticiper ce langage architectural. Donc ça fait écho à la culture architecturale commune.
Et notamment, en plus de s'adresser directement à ces maîtrises d'ouvrage, on a réalisé un atelier à un moment qui s'appelait « Ce que le bois fait à l'architecture ». Et dans ce cadre-là, on a permis à des architectes ressources au sein de notre réseau de pouvoir s'adresser aux maîtrises d'ouvrage directement et de pouvoir anticiper dans leur cahier des charges, effectivement, les problématiques techniques et ce qui va en découler lorsqu'on demande un recours aux matériaux biosourcés. En fait, Marie, je ne sais pas si tu viens de répondre à la question que je vais te poser, mais on va voir. Pierre, tout à l'heure, a évoqué avec le marché, le nouveau type de commande, conception-réalisation, que tout de suite, on va faire travailler l'architecte avec le constructeur. Et je me demandais, Marie, chez vous, Fibois Île-de-France, si vous voyez au sein des différentes agences d'architecture des innovations techniques qui se présentent dès le démarrage des études. Par exemple, avec la charte de bois que Fibois crée. Est-ce qu'il y a des innovations assez poussées qui sont permises même dès le début des études? C'est tout à fait le cas, effectivement. Et pour rebondir sur ce que disait Pierre tout à l'heure, le recours au hors-site, notamment, nécessite quelques changements, disons, dans l'appréhension de la réalisation. Et donc, on a un calendrier de chantier, de réalisation, de dessin même, qui est tout à fait, je dirais pas bouleversé, mais qui est à anticiper. Certes, on gagne du temps sur le montage sur site, lorsqu'on a recours au hors-site, mais il y a toute une phase d'anticipation, et notamment de dialogue, à anticiper avec l'ensemble des équipes, et parfois de manière un peu spécifique. Soit l'architecte peut... Est-ce que vous m'entendez ? Soit l'architecte peut jouer ce rôle, soit également dans le recours des matériaux biosourcés, on conseille régulièrement aussi de pouvoir faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé dans le bois. Tout ça, effectivement, ce dialogue qui doit arriver bien en amont pour pouvoir anticiper ces techniques dites émergentes. Très bien, merci. Bon, on a fait les études sur la base de notre culture architecturale. Là, on arrive au moment un peu critique, enfin un autre moment critique en tout cas, c'est la construction, c'est la phase d'exécution. Et peut-être une première question que je lance aux architectes d'agences qui sont émergentes, qui sont en train de se roder sur ces phases critiques. Comment vous prenez en main ce stade de projet? Qui veut répondre? Comment on prend en main ce stade de projet? Nous, on essaye depuis la création de l'agence de travailler sur ces techniques innovantes. Donc, ça fait quand même quelques années, on commence à avoir un petit bagage à ce sujet-là, et c'est vrai que ça nous intéresse grandement. On prend pas le projet pour son programme et pour sa spécialité, mais dès le départ de réfléchir à la technique constructive et à comment on va réaliser l'ouvrage. Dès l'esquisse, c'est des questions qu'on se pose, même si on dessine pas tout, mais on crobarde les croquis, etc. Et c'est vrai que nous, notre positionnement là-dessus, c'est une manière de résister en fait au postulat qu'on peut constater du BTP aujourd'hui, qui est quand même très carboné, et effectivement l'architecture s'intègre dans cette création de carbone, et du coup effectivement utiliser des matériaux biosourcés et aller vers la construction bois ou la construction paille permet notamment de limiter notre impact dans ce processus de carbonation. Et Jérémy, avec Triana, est-ce que vous vous sentez soutenu dans cette démarche? Oui, là on a un bon exemple, parce que du coup peut-être tu peux montrer le projet pour que les gens aient une image du projet dont on parle. Donc ce groupe scolaire à Villiers-le-Bel continue qui du coup est dans le quartier puis la Marlière, qui est un quartier difficile, à la lisière en fait entre la zone urbaine et la plaine de France. On a des bâtiments des années 60 avec des techniques constructives de type préfabriqué béton. On en garde certains, on fait de la non-démolition et puis on crée un nouveau bâtiment. Et là, effectivement, il y avait une demande de la maîtrise d'ouvrage d'aller vers des techniques biosourcées et décarbonées. Et c'est pour ça que ce bâtiment,
C'est un bâtiment bois, paille, avec des enduits à la chaux naturels. À l'intérieur, on a des enduits terre et on a des cloisons bois. Et on a des toitures végétalisées sur l'ensemble des bâtiments. On essaye de démolir et de déconstruire au minimum. On a un peu de réemploi hors site qui est fait. Et surtout, sur ce projet, on a une équipe pluridisciplinaire avec plein de compétences de bureau d'études structure, TCE, thermique. On a un acousticien, on a un paysagiste, on est vraiment accompagné et on a eu des compléments de formation via le RFCP pour les formations pro paille pour construire du coup des murs avec des bottes de paille parce que c'est une technique qui devient de plus en plus courante mais qui n'est pas à la base. Et en quelle phase? Là, on est en phase pro. Voilà. Okay. C'est un projet qui devrait partir en chantier en fin de l'année 2024, début 2025. Très bien. Tu voulais? Ouais, bah, sur l'aspect construction, nous, un truc auquel on croit vraiment, c'est la manière artisanale de pratiquer l'architecture. On pense que séparer la conception et la construction, ça a quelque chose d'assez absurde, parce qu'une fois qu'on a suivi un chantier, on dessine pas de la même manière. On se rend compte de plein de réalités tout à fait terre à terre, mais qu'il y a des marges. Les gens qui travaillent sur un chantier travaillent dans certaines conditions qui font que il y a des précisions maximum qui peuvent pas parfois être toujours de mise. Et donc, pour concevoir, il faut avoir suivi des chantiers. Et ça, c'est vraiment un truc très important pour nous. Et est-ce que vous vous sentez soutenu dans cette phase? Parce que c'est pas toujours que les architectes ont recours à l'émission complète. Donc, est-ce que c'est systématique pour vous d'avoir cette opportunité? C'est toujours lié à la question de l'échelle des partenaires avec qui on travaille. Si on travaille avec des bureaux d'études à taille humaine, des entreprises à taille humaine, en fait, on va rencontrer des gens et développer des relations humaines avec eux et s'apprendre des choses mutuellement. Et là, on revient sur le premier thème de la culture architecturale, où nous, on a des choses à partager en tant qu'architectes, et les gens qui construisent les bâtiments qu'on dessine ont des choses à nous partager aussi. Et donc, c'est dans cet échange un peu permanent que le projet s'en tire par le haut. Ça fait un lien le lien naturel à la question suivante que j'ai, c'est quel est le dialogue en fait à instaurer entre les différents partenaires de projet, où justement on a la rencontre entre culture architecturale, culture technique, culture constructive. La question était censée être posée au maître d'ouvrage et à Fibois, mais peut-être si les archis d'abord veulent répondre. Moi, je peux répondre vis-à-vis de Fibois notamment, parce que très en amont de notre expérience professionnelle, on est très vite allé vers des compléments de formation au CNDB pour justement peaufiner des choses qu'on avait déjà faites, vues ou apprises. Et effectivement, Fibois et le phénomène d'interprofession permet la mise en relation de connaissances et de compétences pour le projet. Et du coup, le partage, notamment de la culture architecturale. Et donc, c'est vrai que là-dessus, l'interprofession a un vrai rôle, je pense, sur justement le fait que l'architecte n'est pas le seul acteur de la construction et sur la diffusion du coup de la culture architecturale pour l'architecture. Je ne sais pas si Marie, tu as quelque chose que tu veux rajouter Ce qui fonctionne bien également dans le fait de travailler ensemble, je dirais que ce serait de trouver des thématiques communes qui nous permettent, et là, de rassembler en fait tous les acteurs autour de la table, surtout sur le domaine du bois construction. Ça donne des groupes et des ateliers parfois très intéressants parce qu'on voit des acteurs qui parfois se font concurrence, mais tout d'un coup aborder de manière assez saine des thématiques communes pour faire œuvre ensemble. Ou en tout cas pour progresser sur ces sujets-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez porteur au sein de l'Interpro. On se connaît bien, on arrive à progresser. Donc merci pour tes retours pour le coup. Et alors, moi je dirais, on avait un prof à l'école qui nous disait les architectes sont des gens qui savent
à peu près rien sur à peu près tout. Les ingénieurs savent à peu près tout sur à peu près rien. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, on est des experts et on doit chacun avoir en tête les enjeux des autres experts avec qui on travaille. On peut pas être dans son coin et se dire, je sais pas, des tailles triviales, mais ce local, il faut qu'il fasse cette taille-là. J'ai fait un maquettage et mon ingénieur me l'envoie. Et il va me demander de modifier mon projet architectural pour que je fasse rentrer ces ballons d'eau chaude, alors que c'est absolument impossible. On est dans un bâtiment existant. De la même manière que des architectes vont absolument jeter par la fenêtre les moindres contraintes techniques parce que on a un petit côté artiste et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est que le beau. Mais si chacun dialogue et a conscience des enjeux de tous les intervenants, on arrive à sublimer la contrainte et en faire un vrai projet. Bon, on va pas citer le nom de ce professeur, je pense pas, mais est-ce que, Baptiste, question pour toi, est-ce que l'agence, vous sentez toujours que vous soyez garant de votre œuvre, enfin, quand bien même on a cette obligation quand on est architecte, mais est-ce que vous le ressentez quand vous faites le projet, quand vous suivez son déroulé, ensuite on passe à la phase d'exécution, est-ce que ça vous parle ou de fait, on a un monopole sur la signature des permis de construire, donc on a toujours en tête que au moins de problèmes, c'est nous qu'on va chercher. Donc la responsabilité de l'architecte, elle est encore là, même si elle se dilue et que maintenant on a aussi cette casquette où on va faire porter le chapeau à d'autres personnes. On reste quand même les garants de l'œuvre et les chefs d'orchestre, si on peut dire, ce qui va avec ce monopole qu'on nous a accordé. Est-ce que c'est un rôle qui est pour vous, peut-être dans vos retours d'expérience, Cali et Thalé de Chésy, est-ce que c'est quelque chose qu'on valorise tout de même? Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage ont besoin des architectes et valorisent le travail des architectes, même si parfois on voit des publications ou des maîtrises d'ouvrage qui ne citent pas leurs architectes, mais je pense que globalement c'est quelque chose qui est valorisé et pris en compte. Une question, peut-être on a le temps pour deux petites dernières questions et j'en ai une pour de 3F. On a parlé de la politique ou de l'initiative de soutenir les jeunes agences, leurs commandes, comment on peut structurer une commande pour que ça les soutienne, pour que ça aille dans le sens de leur développement. Comment vous faites lors de la exécution? Lors de la phase exécution. Exécution, oui, pardon, ça a coupé. Mais en fait, plus largement, comment on fait tout court pour soutenir les agences? Je pense que c'est plus ça la vraie question, parce que pour avoir une phase d'exécution, il faut avoir une phase conception. Pour avoir une phase conception, il faut avoir à désigner un archi, quoi. Et donc, chez nous, en fait, on fonctionne un peu en référencement. Enfin, c'est une sorte d'annuaire géant, quoi, d'architectes qui ou vraiment administratif. Hein, c'est ouvert à tous. C'est pas un accord cadre compliqué sur lequel il faut postuler. Enfin, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, c'est juste administratif. Avec notamment un niveau de seuil minimal qu'on a demandé à 325 000 € de chiffre d'affaires, qui correspond en fait pour nous à une nécessité de se structurer pour les agences qui seraient trop petites, notamment pour la phase exé, c'est là où ça rejoint un peu ta question, structurer pour avoir les bonnes formations, les bonnes compétences par rapport à notre cahier des charges. On est quand même assez exigeant, donc ça nécessite d'avoir quand même aussi un savoir-faire, d'où cette idée de seuil aussi minimal qui permet de regrouper des agences. On teste d'ailleurs souvent des nouvelles agences ou des jeunes sur les marchés inférieurs au seuil. C'est vraiment c'est une manière de démarrer. Voilà, on fait déjà. On fait aussi. On invite souvent les architectes à venir à nos jurys, à être membres des jurys. C'est important. Ça permet de voir aussi un peu la face cachée, l'envers du décor sur les choix des architectes. Ça, c'est vraiment fondamental. Et on fait travailler aussi sur des faisabilités. Voilà, c'est des choses assez simples, hein, mais qui permettent de mettre un pied à l'étrier. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on se rend compte qu'on va pas assez loin aujourd'hui dans l'engagement auprès des jeunes agences. C'est quelque chose sur lequel on aimerait vraiment accélérer. Je peux pas trop en parler parce que c'est en cours de structuration, mais on est en train d'instaurer une pépinière justement de jeunes talents là-dessus, avec dans l'idée de pouvoir mettre en avant voilà les jeunes agences dans des concours à venir plutôt pour 2025, je pense. Donc, rendez-vous en 2025, c'est oui, ça? Exactement. Ok.
peut-être une question pour terminer avant d'ouvrir voilà, des questions-réponses, enfin des questions et puis des réponses à la salle. Quelles sont les opportunités, les ouvertures, les idées que vous avez ici qui peuvent justement valoriser la production architecturale, la culture architecturale des agences émergentes? Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres choses à partager, que ce soit de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage? Ça peut sembler assez trivial, mais pour produire un travail intellectuel de qualité, il faut du temps. Et pour avoir du temps, il faut des honoraires. Et ça, c'est aussi un des combats, surtout des jeunes agences d'architecture, parce que on est confronté au marché en dessous des seuils qui s'appellent les MAPA, où souvent 50 ou 60% de la note, ça va être le taux des honoraires. Et donc, plus on fait notre travail pour pas cher, plus on a de chances d'être pris. Donc il y a un risque de course au dumping d'honoraires qui est dangereux pour la qualité architecturale. Juste pour rebondir, pour aller un cran plus loin, pour avoir tout ça, il faut avoir des projets. Et nous, c'est pour ça qu'on se bat pour avoir de la MOD et pas que de l'achat en VFA. Ça, je parle pour les bailleurs, mais c'est vraiment fondamental. Si on veut avoir toujours la qualité architecturale des agences qui bossent, il faut qu'on les fasse travailler. Et pour ça, il faut avoir de la MOD. Les dernières idées, les derniers mots? Moi, je dirais que peut-être pour les jeunes agences, en termes de démarche, c'est vrai que s'associer déjà pour accéder à la commande avec des agences avec qui on a travaillé, avec qui on a partagé des choses, et la transition, c'est une bonne piste. Et puis effectivement, les réseaux professionnels, c'est une piste à prendre en compte, parce que au-delà de ça, il y a des rencontres qui se font avec des entreprises et des clients, et effectivement après ça crée du projet et ça permet d'accéder à un type de commande. Voilà. Après effectivement, je salue toutes les procédures et les nouvelles formes de candidature qui sont mises en place, puisque effectivement c'est plus ouvert, et on voit de plus en plus de candidatures où des agences établies doivent s'associer avec des jeunes agences, et ça, c'est pour le bien de la profession et de nous tous, je pense. Très bien. Marie, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Oui, tout à fait. Notamment sur la valorisation des petites agences. Donc, on a à peu près une 50aine d'agences d'architecture qui sont adhérentes chez nous. Donc, ça va de l'agence qui est unipersonnelle à celle qui fait à peu près 150 personnes. Et effectivement, quand on a une plus petite agence, on n'a pas forcément les références. Là, ça va être notre rôle à nous aussi de pouvoir avoir une connaissance accrue en fait des personnes qui sont au sein de notre réseau, du travail et également des ambitions de ces agences. Je pense notamment à des réalisations de prix. Là, tout à l'heure, Pierre l'évoquait également. Il y a le prix régional de la construction bois qu'on réalise déjà depuis un certain nombre d'années et qui a permis de valoriser, par exemple, des premières œuvres. Et effectivement, là, ça fait référence et ça continue à pousser et à mettre la lumière sur ces travaux-là. De même, et je pense que Jérémy pourra le confirmer, on n'hésite pas à aller les chercher en disant on a tel événement pendant les Journées nationales de l'architecture, postule, fais visiter cette maison et nous, on vous accompagne et on vous décharge un peu là-dessus. Donc voilà, être à l'interface et essayer de les valoriser au maximum. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions du public pour nos agences incubées, puis aussi 3F et FIBA Île-de-France? Ou est-ce qu'ils ont tellement bien fait leur travail que... Oui. Bonjour Marlys, moi j'ai fait Échelle 1. C'est vrai qu'en France on a quand même une tradition de la production architecturale qui est assez artisanale, qu'on retrouve pas dans tous les pays européens, avec des petites agences où on est 1, 2 architectes. Est-ce que je m'adresse surtout aux maîtrises d'ouvrage, vous êtes attentif à ça? Vous pensez que c'est quelque chose qui va être pérenne, ou est-ce qu'à un moment on va être obligé de basculer à un modèle un peu plus à l'anglo-saxonne, où on va passer sur des plus grosses agences? Je pense notamment au marché public, où il y a un minimum d'honoraires qui du coup ne sont pas accessibles à de jeunes architectes qui peuvent être très compétents, qui peuvent sortir de grandes agences, mais qui ont envie d'avoir ce travail en petit atelier. Comment vous positionnez par rapport à ça, au fait qu'on garde cette production avec des petites structures? Merci. Bon, je crois que c'était pour...
Oui, en fait c'est exactement ce que dit Jérémy. Là, dans les réflexions qu'on a, donc c'est encore en réflexion, mais en fait l'idée c'est de pouvoir associer des petites agences avec quand même des plus grandes pour pouvoir passer ces effets de seuil. La question c'est comment on les associe et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et ces questions-là c'est quand même assez structurant aussi sur la manière dont ils vont travailler et dont ils vont pouvoir se développer. Il faut qu'on les accompagne là-dessus. Donc c'est toutes les questions qu'on est en train de se poser en ce moment. En tout cas, ce qu'on pense, c'est quand même qu'il faut un peu sortir de l'artisanal dans le. Ça dépend de quoi on parle quand on parle d'artisanal. En tout cas, dans la partie chantier, je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'avoir du savoir-faire. Le savoir-faire, il peut être côté maîtrise d'œuvre, il peut être côté entreprise. On l'a dit, ça peut être accompagné. Sortir de l'artisanat, c'est sortir de la non-qualité pour moi aussi qu'on peut avoir parfois, de la découverte des sujets au fil de l'eau qu'on a quand même sur nos chantiers régulièrement. Ça, c'est des retours de terrain qui sont concrets. Pour moi, c'est ça, sortir de l'artisanat, c'est pas sortir des filières petites, hors du béton. Voilà, l'artisanat, ça couvre d'autres choses. Merci. Quelqu'un d'autre? Non. Mais c'est peut-être tout bête, mais en se mettant à la place de 3F, c'est vrai que une agence d'une personne, si la personne est malade et si pendant 2 mois il n'y a personne sur le chantier, c'est vrai que ça peut créer une rupture de continuité. Et que être 2 ou 3, ça de pallier à ça. Très bien, merci. Une autre question peut-être? Ok. Je vois quelqu'un, je vois une main. Bonjour. Je savais que j'allais poser une question. Raphaël, pardon. Donc moi j'ai fait Chalin l'année dernière avec les ateliers de Chézy. Moi je réagis un peu à ça parce qu'en fait il y a un peu un piège dans la vision artisanale de la société d'architecture face à l'état actuel de la commande, parce que, comme Monsieur de 3F l'a expliqué, 325 000 si les archis ont en plus pas le chantier sur une commande, il faudrait avoir 5 ou 6 projets de 20 logements pour atteindre ce 300 000 en n'ayant que de la conception. Donc en fait, ça amène tout de suite à être sur des tailles d'agences qui sont déjà à 4 salariés, 1 ou 2 associés, 4 personnes. En fait, c'est inatteignable pour des petites structures, de façon tout court. Donc, pour moi, je pense que je défends aussi l'idée que l'architecte est un métier plutôt artisanal, mais en l'état actuel des commandes et des types de commandes, et même l'évolution des types de commandes, puisque 3F gère encore un peu ses logements sociaux, mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup de bailleurs ne construisent plus en interne et font des commandes directes à promoteurs. Les promoteurs en profitent pour faire des plus gros projets, où on construit plus des opérations de 20 logements, mais plutôt des 80 à 100 logements, ce qui ferme une nouvelle fois la porte aux petites agences. Donc c'est un espèce de cercle vicieux qui favorise plutôt la constitution d'agences entre 5 et 10 personnes, voire au-dessus, plutôt que des petites structures. Donc moi je pense qu'il y a plutôt un changement de paradigme qu'on subit plus qu'on souhaite. Je réagis, mais je suis complètement en phase avec ce que vous dites. Effectivement, par contre, notre sujet, c'est quand même de défendre toujours le modèle de la MOD. C'est pour ça de ne pas confier en fait toute notre production à des promoteurs en VFA, de garder ce savoir-faire. C'est aussi un savoir-faire du maître d'ouvrage. Mais du coup, cette MOD, il faut qu'elle soit qualitative, il faut qu'elle marche. Ça, c'est aussi parce qu'on répond à des injonctions de l'État. Donc, il y a quand même un sujet que ça soit fonctionnant. Et pour que ce soit pas dysfonctionnant, effectivement, on a mis en place ce seuil. Alors, il peut être discutable, mais ce qu'on voit, c'est que ça permet d'accéder quand même à certaines agences de 1 personne ou 2 personnes en association entre elles. Et en fait, parce qu'elles s'associent, généralement c'est 2 agences qui s'associent. J'ai quelques exemples en tête. Ça leur permet de passer le cap et justement d'avoir ce besoin en fond de roulement, en fait, quelque part, qui s'instaure. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, mais justement, on essaie d'y réfléchir, quoi. On a le temps pour une toute dernière question. Non? 1, 2, 3. Ah, ok. Bon. Bonjour, Philippe Abrami de l'agence Office Abrami Rojas. Question plutôt pour 3F. Donc, vous avez évoqué un projet 2025 des pépinières. Comment on peut se candidater à cette pépinière pour participer à ce projet de développement? Il y a d'autres personnes autour de la table ronde, n'hésitez pas à leur poser des questions.
Sans structuration, c'est pour ça que je ne veux pas en dire plus parce qu'on est en train d'y réfléchir. En tout cas, faut savoir que c'est c'est vraiment un souhait de notre président et de notre directrice générale d'avoir une politique architecturale affirmée, ce qui est quand même quelque chose déjà, rien que ça, et de pouvoir accompagner justement les jeunes talents. Mais il y a plein de questions qui se posent sur le comment, les questions de seuil sont évoquées, les questions de taille, et tout ça, c'est justement, il faut qu'on trouve les bonnes façons de faire pour répondre aussi aux enjeux, comme tu as cité tout à l'heure, de concrétiser quand même nos projets. Donc, j'ai pas de réponse. Voilà, le petit teasing. Voilà. Bon, merci beaucoup aux intervenants. On peut les applaudir, oui.